Les playoffs et rien d'autre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi soir. Nous sommes sur MySports 1. Alors non, il n'y a pas de rencontre en direct à suivre ce soir, mais on vous propose un talk show. On va revenir avec nos invités sur les quarts de finale. On va parler évidemment des demi-finales à venir et on évoquera également le barrage de promotion pour la Ligue entre Ajoie et Chaux-de-Fonds. Et pour m'accompagner ce soir, une magnifique brochette d'invités. Franchement, c'est 5 étoiles ce soir puisqu'on est en compagnie de Dany Gélina, en compagnie de Serge Pelletier, en compagnie, oh le petit au fond, vous vous en rappelez, vous le connaissez bien sûr, il est souvent là. Parmi nous, c'est Stéphane Rochette. Messieurs, je l'ai dit, il y a du pain sur la planche ce soir. On a beaucoup de thématiques à voir ensemble. Et on va commencer par revenir sur ces fameux quarts de finale avec honneur au vainqueur de la saison régulière, Genève Servette face à Lugano. Petit rappel de ce qui s'est passé en chiffres dans cette série avec toi, Stéphane. La meilleure équipe a gagné, en tout cas sur le papier, même dans le jeu. On peut voir que Genève Servette l'a emporté en 6 matchs. Lugano s'est bien défendu grâce notamment à un certain Koskinen. La statistique avancée, Corsi-Fort en pourcentage, nous donne une idée de qui a dominé plus ou moins les débats à 5 contre 5, en faisant certaines hypothèses, certes. Regardez, 59% à 41% pour Lugano. Au niveau du power play, petite panne pour Genève Servette, seulement 4 en 28. Ça, c'est inhabituel. 3 en 18 du côté de Lugano. Ça, c'est fidèle à ce qu'ils ont fait en saison régulière, c'est-à-dire très médiocre. Genève Servette a été l'équipe la plus disciplinée, à bénéficier d'environ 7 minutes de powerplay par match en moyenne. C'est beaucoup, seulement 4 minutes du côté de Lugano, donc grosse différence à ce niveau-là. Tanner Richard a été très en vue pour différentes raisons, mais sur la glace, il a été transcendant, 3 buts, 4 assists. Calvin Turcoff aussi a été très en vue du côté de Lugano. Il a connu vraiment, probablement, ses meilleurs moments de la saison, Calvin Turcoff. Dany, on va parler de cette équipe de Genève Servette. Est-ce que tu trouves que dans cette série, face à Lugano, Genève a joué un peu à se faire peur? Bon, à se faire peur un peu quand même, parce que ça n'a pas été si simple que ça, mais Koskinen a un peu repoussé l'échéance. Koskinen a été très fort dans la série. Ça, c'était le premier paramètre qui a un peu faussé, je dirais, la série. La deuxième, c'est l'avantage numérique de Genève qui était un petit peu en panne. Et la troisième, c'est le jeu défensif proposé par Lugano a poussé un peu Genève Servette sur les extérieurs. Et ça a été difficile pour Genève Servette de rentrer, je dirais, devant la cage. Il fallait mettre la rondelle au but et Koskinen était très fort là-dessus. Et le quatrième point, c'est que Lugano, parfois, a tenté de durcir le jeu, ce qui, parfois, sur ceux qui veulent faire vraiment du hockey, du jeu, les techniciens, n'apprécient pas toujours. Oui, mais Serge, cette équipe de Lugano, finalement, est-ce qu'elle n'a pas été un peu décevante? Je veux dire par là, elle s'est un petit peu contentée de faire ce qu'elle avait produit en pré-playoff contre Fribourg, non? Oui, disons que le premier match, ils ont voulu jouer un peu ouvert, face-to-face avec Genève. Ils ont tout de suite réalisé que c'était peut-être pas la bonne manière. Ensuite, ils ont complètement, à partir du match 2, 3 et 4, bétonné la zone neutre, bétonné devant le filet. Et puis, ils ont eu passablement de succès parce que la série était 2-2 après 4 matchs. Et puis après ça, ils sont revenus un peu à la normale. Koskinen a été moins impérial. On a eu beaucoup d'erreurs individuelles. Et Genève en a profité, et puis... Le talent de Genève a parlé. Voilà, et puis, voilà, je crois que Genève mérite cette victoire et de passer en demi-finale. Oui, une victoire qui s'est jouée des fois à pas grand-chose. Il faut se rappeler, messieurs, franchement, Dany, on est en deuxième overtime, troisième overtime, 114 minutes de jeu. Il y a un poteau de Guerra juste avant cette réussite avec ce puck dévié de Pouliot. Ça, c'est un détournement de la série. En séries éliminatoires, vous avez toujours des événements dans un match ou dans une série qui peut la faire basculer. Ouais. Et ça en est un. Ça en est un dans une série où, si vous le gagnez, émotionnellement, ça vous apporte beaucoup d'énergie. Et dans le cas contraire, ça fait très mal parce que la
fatigue, multiplié avec le voyage, vous rentrez tard et du coup, vous rejouez tout de suite derrière 2 jours après. La récupération est moins facile que quand tu gagnes. En plus, tu gagnes, je dirais, de cette façon-là chez toi, tu rentres plus tôt aussi. Tout est multiplié. Et je pense que le tournant de la série, ça en est un. Ça en est un. Et comme Serge l'a bien dit, Koskinen a baissé un peu son niveau. Non pas, certainement, avec la fatigue, il a été mis à l'épreuve. Et il y a quand même beaucoup de joueurs à Genève Servette capables de faire la différence. Alors du coup, Koskinen doit respecter tous les joueurs. Mais alors, tu parles des joueurs. Serge, il y en a un qui a manqué quand même à Lugano, c'est Bennett. Bennett, il faut se rappeler, c'est lui qui marque le but décisif face à Fribourg. Il y avait pas Connolly aussi pour toutes ces séries, etc. Oui, il y a eu le retour d'Arcobello. Mais on a senti qu'au niveau des étrangers, il y avait quand même une grosse différence entre les deux équipes, non? Oui, sans aucun doute. Disons qu'on connaît l'Armada de Genève Servette. Ils ont dominé toute la saison avec leurs 6 voire 7 étrangers. Lugano, c'est un peu plus boiteux. Bennett a passé un certain séjour à Biasca, on l'a ramené à Lugano. Là, sur le play-off, il a disputé des très bons play-offs parce que c'est un joueur qui travaille beaucoup. Puis si on regarde un peu le petit tableau que Stéphane a préparé, on voit que certains joueurs dans les séries, c'est pas nécessairement ceux qu'on a vus le plus durant la regular season, mais c'est justement des joueurs peut-être je ne veux pas dire de deuxième zone pour manquer de respect à ces joueurs-là, mais de troisième, quatrième bloc qui ont été vachement efficaces au cours de cette série. Question pour vous, les boys. Arcobello est revenu dans le line-up les 2 derniers matchs. Toi, tu me dis... Tu me dis Lugano est revenu à la normale. C'est-à-dire comme en saison régulière, c'est-à-dire ordinaire. Est-ce qu'on a bien fait de réintégrer Arcobello? Est-ce que ça n'a pas été un élément perturbant? Est-ce que ça n'a pas brisé un peu le bon momentum de Lugano dans cette série-là, le retour de Marc Arcobello? Alors, 2 choses. Déjà, Bennett, dans les 2 derniers matchs, était blessé, donc il y avait une place d'étranger. Donc, c'est un peu difficile de dire à Arcobello, on va jouer avec un de moins. Et de l'autre côté, avec l'absence d'Arcobello et de Connolly, Lugano s'était développé une genre de nouvelle attitude au cours des matchs. On l'a vu dans la série justement de pré-playoff contre Fribourg, avec une équipe vraiment travailleuse, ouvrière même, je dirais. Et puis, ce fut la même chose dans le début de série contre Genève. Et puis, je ne veux pas dire que le retour d'Arcobello a remis les choses C'était plus col blanc que col bleu avec Arcobello. Mais peut-être que certains joueurs ont un petit peu oublié cette attitude de guerrier, sont un petit peu assis sur leur laurier. Non, mais je suis entièrement d'accord. Je ne voulais pas te couper là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi, peut-être assis sur leur laurier, etc. Je voulais juste parler aussi du côté de Genève d'un fait important, puisqu'on en a parlé dans le tableau, messieurs. C'est notre ami Tanner Richard. Tanner Richard, 7 points quand même à la fin de la série. Top scorer. Il a marqué des buts importants, on l'a vu à la 114e minute, Danny. Oui. Mais est-ce que c'est un peu inattendu pour toi que Tanner Richard... On a eu un fort retour dans le plateau, excusez-moi, on est un petit peu dérouté là, avec soit le top scorer tout simplement à la fin. Oui, non, mais c'est peut-être inattendu parce qu'on attend toujours Artikainen, on attend Omark, mais de voir Tanner élever son niveau de jeu en séries éliminatoires, c'est ce qu'on attend de certains joueurs. Comme Serge l'a dit tout à l'heure, souvent certains joueurs en saison régulière, ce ne sont pas les mêmes qui arrivent à faire la différence en séries éliminatoires parce que c'est un hockey qui est différent, une attitude qui est différente, puis il y en a qui aiment vraiment ça. Et je pense que Tanner Richards, la meilleure chose qui lui est arrivée, c'est qu'il ne jouait pas juste contre Lugano. Il jouait contre tout le public. Il s'est mis le public à dos, il a joué avec. Et là, je dirais que c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et pour un entraîneur, c'est difficile à gérer parce qu'on veut qu'il reste dans son match. On veut pas qu'il s'en aille trop loin. Et du coup, il faut que le joueur sache où s'arrêter, comment s'arrêter et rester dans son jeu. Et la preuve, il est que s'il est toujours top scorer après la série et avoir marqué des buts importants, je pense qu'il a fait son boulot. Second couteau, d'accord. On a bien compris l'argument de Danny. Second couteau. De luxe, quand même, parce qu'apparemment, le manche à l'air très quand même le premier centre, quand même. C'est un centre qui est très important. Le manche est doré. Le manche est doré. Mais est-ce que ça ne dit pas aussi, messieurs, quand même, qu'il y a certains leaders du côté de Genève qui ont sous-performé, Serge? Oui, je pense qu'à la saison régulière, on a moins vu Richard. Mais je vois ta question, Alex, effectivement. J'ai trouvé un peu plus discret au marques. Artikainen a été plus ou moins le même parce qu'il est allé dans son bureau tout au long de la série, etc. On a vu Tom Ernest un petit peu des hauts, des bas durant la série. Peut-être le fait d'avoir attendu une semaine sans connaître l'adversaire,
en attente des pré-playoffs qui soient en attendant le destin des pré-playoffs. Ça a peut-être nu un peu à Genève Servette au niveau du rythme. Mais j'aimerais peut-être juste revenir sur l'argument Tanner Richard. Parce que je me souviens quand je coachais Lugano, j'étais derrière le banc et puis lui, ben voilà quoi, et trash talking, et puis il parle. De temps en temps, tu as quelques fous rires derrière le banc parce que tu veux pas non plus entrer dans cette guerre-là avec lui. Mais il faut quand même assumer. Puis Tanner Richard a vraiment bien assumé son rôle dans cette série. Il a dérangé l'adversaire, il a assumé ses paroles, il a provoqué le public luganais. Et au bout du compte, ben, Genève gagne la série. Donc les fans de Zug, ils savent qu'ils doivent éviter un truc pour ne pas réveiller Tanner Richard. Faut pas le provoquer, faut pas le chercher, faut l'oublier. Comme ça, il sera peut-être moins bon contre Zug. On verra ça bien sûr. Zug, justement, on va en parler. On va revenir sur la série entre Rapperswil et Zug, là aussi en chiffres, Stéphane. Ouais, Zug qui l'a emporté à faire preuve d'un grand réalisme et d'un Giannoni qui a été bon quand son équipe était moins bonne. Regardez en chiffres, au niveau de la statistique de domination relative à 5 contre 5 à force égale, 56% pour Rapperswil, c'est qu'on a shooté beaucoup plus que Zug. On les a out-shootés pratiquement à tous les matchs, 56-44. Ben, Zug a été drôlement plus efficace, 13,2 devant la cage et 7% du côté de Rappi. C'est pas que c'est pas mauvais du côté de Rappi, c'est que Zug a été extraordinaire. Le power play de Rapperswil avec Chervenka en tête n'ont pas été au sommet de leur art. 2 en 22 seulement, ça c'est inhabituel. Tyler Moore aussi a été plutôt discret. Et du côté de Zug, 4 en 13. Donc on a fait parler la poudre. Albrecht a été le meilleur marqueur de son équipe. Il est assez inhabituel, donc c'est vous montrer que peut-être que les meilleurs de Rappi n'ont pas été les meilleurs durant cette série-là, même si on a dominé dans l'ensemble. 3 buts, 1 assist pour lui. Et Dario Simeone, lui, a fait preuve d'une efficacité maximum en obtenant 7 points, 4 buts, 3 assists. Ouais, la victoire de Zug finale dans cette série peut être attendue malgré le classement de la saison régulière. Serge, tu penses que là où a fait fort finalement Zug, c'est qu'ils ont réussi à museler Chervenka aussi, qui avait été le premier buteur de la série? Oui, tout à fait. Je crois que Chervenka, il est un peu réputé pour souffrir un peu sur le jeu physique et contre le jeu physique plutôt. Un joueur de beau temps. Ouais, je sais que c'est des... moi, je vous challenge, les gars. J'essaie de... Et puis, Zug s'est reconnu. Je veux dire, là, maintenant, ils ont mis le mode play-off. On a vu déjà sur la fin de la saison, je veux dire, qu'ils ont vraiment été efficaces. On sait que Zug, en saison régulière, avait aussi l'objectif Champions League, qui était une priorité pour eux. Je ne veux pas dire qu'ils ont mis en veilleuse le côté saison régulière, mais ça restait une priorité au niveau de la Champions League. Mais là, ils sont vraiment en mode play-off. Et puis, j'ai vu quelques séquences avec Adelkader et puis etc. L'intensité physique qu'ils ont mis là-dedans, je suis convaincu que certains joueurs de Rapperswil, dont Chervenka, en a souffert. Ça, c'est sûr. Et puis, j'ai envie de dire, Dany, aussi, c'est que les snipers ont répondu présent. On a vu le taux d'efficacité devant la cage du côté de Zug. Il y a Marchini qui a réussi un doublé. Il y a Hoffman qui a marqué aussi des buts importants. Il est remonté dans le line-up. Il est arrivé au premier bloc. Il met un très joli but aussi. Dario Simeone, qui finit aussi avec 7 points. Qui n'avait pas une saison flamboyante, il faut quand même dire ce qui est. Et qui se réveille au bon moment. Non, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu des revenants dans les séries. Il y a eu des revenants. Marchini, Hoffman qui revient et qui surprend un peu tout le monde. Et puis, ils ont été très efficaces. Mais ce qu'il faut retenir dans cette série-là, c'est que probablement que Zug est en mode play-off bien avant tout le monde. C'est-à-dire que pour assurer aller chercher la 6e place, ils se sont mis en mode play-off avec une équipe qui n'était pas la même. Il y avait des blessés. Et du coup, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris des responsabilités. 2, je pense que peut-être que Rapperswil, dans sa construction, il ne faut pas l'oublier, dans sa construction, ils ont une défensive très jeune. Dans sa construction globale, ils ont peut-être tapé le mur un peu. Aller chercher le champion qui est en difficulté toute l'année, qui a sorti la tête de l'eau en fin de saison. Ouais, c'est pas le bon tirage. C'est pas un cadeau. C'est pas un bon tirage pour eux. C'est pas le meilleur tirage que tu peux avoir. Et puis, attention au suivant, parce que faut quand même savoir que Rapperswil a fait une très bonne saison. Mais je pense que pour être capable d'aller en demi-finale la saison prochaine, fallait la perdre cette année pour comprendre un peu, puis que ça solidifie le groupe et que ça continue la construction. Il y a aussi, Serge, ils ont été outshootés, Zug. Dans tout le début de la série, ils étaient complètement outshootés, puis pas qu'un peu. Ils subissaient vraiment énormément de tirs. Ils ont élevé le débat au niveau physique. Et les arbitres, moi, je trouvais que sur les matchs
les deux premiers matchs qu'ils ont gagnés, Zug a été très limite physiquement. On a même blessé José. Le geste d'Adelkader sur José, c'était pas chic. Là. Il l'a sorti de la série, il a cassé une cheville, il aurait dû être sanctionné. Dans le deuxième match, les arbitres ont laissé passer quelques charges très, très limites. Et ça a déstabilisé, je pense, Zug honnêtement. Il y a eu le coup de canne de Jordan aussi. Il y a eu plein de trucs physiques, mais cette équipe de Zug aussi, elle a pu compter sur Giannoni. Parce que sur les derniers matchs du championnat, t'es d'accord, Serge, comme sur les playoffs, là, honnêtement, c'est lui qui tient la baraque. Oui, effectivement, on voit là 7% de réalisation du côté de Rapperswil, c'est très faible au niveau du ratio but marqué tir. Donc sur ça, il ne faut pas seulement voir la maladresse des attaquants de Rapperswil, mais plutôt la bravoure du gardien Giannoni du côté de... Il a fait des arrêts clés, surtout. Il a fait des arrêts au bon moment. Il a arrêté des joueurs en breakaway, etc. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Stéphane. On va passer d'une clé à l'autre, puisqu'on va écouter Reto Clay, qui est cette fois-ci le directeur. Pour moi, c'est le directeur sportif de Zug à l'issue justement de la qualification de son équipe. On l'écoute, c'était juste après le dernier match face à Rapid. Comme toute la saison, on savait qu'on a des hauts, mais on a aussi des bas. Et on a besoin d'une moitié. Certains, tu veux jouer toujours en haut, mais c'est difficile. Mais maintenant, c'est la finale quart de playoff, c'est fini. Et maintenant, on focus pour la prochaine jeu contre Genève. Voilà pour ces propos de Reto Clay qui, messieurs, dit finalement, si je résume, on a eu des hauts, on a eu des bas pendant la saison, Dany, et ça a été aussi le cas finalement pendant cette série. Oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que cette année, c'est un peu... il y a des moments forts, des moments faibles dans un match, et la différence en séries éliminatoires, c'est que les moments faibles, Giannoni a fait la différence. Il a sorti les arrêts clés, comme tu viens de le dire, au bon moment, et qui a toujours permis à l'équipe de rester dans son match ou de rester avec l'avantage. Et ça, c'est très important. Et en séries éliminatoires, tout le monde le sait, c'est la base. Si vous avez ça, vous avez des bonnes chances d'aller loin. Monsieur les gardiens, on les appelle comment? Monsieur 50%? Oui, bien là, c'était plus que ça, là, je te le dis. Hein. Je te le donne. Je peux aller jusqu'à 60, exceptionnellement. Vas-y. Mais c'est vrai que c'est important pour une série. Et il n'y a pas juste de la maladresse, c'est vrai, mais on voit quand même que l'avantage numérique de Rapperswil n'a pas été flamboyant. Mais c'est qui votre meilleur joueur en désavantage numérique? C'est le gardien de but. Ouais. Il a été très bon en effet, Leonardo Giannoni. On va parler maintenant de cette fameuse demi-finale qui débutera vendredi entre Genève Servette et Zug. Et on vous a posé la question sur Instagram, notre sondage. Qui, selon vous, va remporter cette série donc entre Genève Servette et Zug? Les résultats, messieurs, de ce sondage. Bon, évidemment, en Suisse romande, mais 55. Parce que mais d'accord, mais c'est 55-45. Hein. Donc même en imaginant qu'il n'y a que des fans genevois qui ont voté, il n'y a pas eu que le vote du cœur apparemment. Il y a des fans d'autres clubs romans qui souhaitent que Genève perde, qui ont peut-être voté pour eux aussi. C'est une mentalité qu'on retrouve assez souvent, ça. Hein? Bon, on va être tranquille. On ne va pas remettre en doute votre neutralité. Messieurs, Serge, selon toi, tu es d'accord avec ça? Avantage à Genève? Moi, je crois que Genève, après la saison régulière qu'ils ont eue, ils sont dus et aussi mûrs à faire un pas en avant. Alors moi, je dirais Genève en 7. Genève en 7, ah ouais, quand même, grâce à l'avantage peut-être de la glace. Dany, tu parlais du power play tout à l'heure de Rapperswil qui a été muselé. On sait que le power play, Stéphane nous l'a rappelé, dans la série contre Lugano n'a pas fonctionné, à part sur le premier match comme ça. C'est peut-être un des facteurs, tu penses? Ça va être un facteur. C'est très important des deux côtés, d'ailleurs. Ça va être un gros facteur. Ça va jouer au hockey. Il va y avoir beaucoup de technique sur la glace. Ça va être joli à voir parce qu'il va y avoir des sacrés joueurs sur la glace. Ça va jouer solide. Par contre, je pense que dans le sondage, il y a aussi le respect du champion qui doit exister, même si ça a été une saison ultra difficile pour eux. Je suis assez d'accord sur le 55. Le champion en titre ou le champion de la saison régulière? Champion en titre. Champion en titre. Donc Zug. Zug, oui. Alors c'est pour ça que le 55-45 paraît assez serré, mais la série va être serrée et moi je partais plutôt sur Genève en 6. Souvenez-vous quand Genève avait rencontré Zug il y a 2 ans. Oui. Zug avait amené la finale sur un débat sur un niveau très, très physique. Souvenez-vous de la première mise en échec de Kovar sur Tom Ernest. Rod s'est fait blesser aussi. Oui. Donc, Zug avait vraiment brassé Genève, qui est quand même solide physiquement. Alors, on ne va pas brasser Artikainen de la même façon cette année. On est d'accord? Non. Tu peux pas le brasser. Est-ce que Genève est plus solide physiquement qu'il l'était? Plus d'expérience, en tout cas. Je pense qu'ils ont l'expérience. Pour aller jusqu'au bout, il faut déjà les avoir perdus. Ils l'ont déjà perdu. Alors, du coup, ils savent exactement où ils mettent les pieds. Tom Ernest aussi. Par contre, ça va prendre un Tom Ernest
quand même à son niveau dans cette Sur série-là. l'échelle Tom Ernest, un peu meilleur. Exactement. Oui. Exact. Non, mais c'est pas le seul, finalement. Non, c'est pas le seul, c'est sûr. Tu penses pas que cette équipe de Genève, elle est passée avec le talent quand même face à Lugano et puis qu'elle n'a pas encore dû sortir le bleu de travail là, Comme un comme mode disait playoff, Stéphane. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Lugano n'a pas poussé Genève dans ses derniers retranchements. Par contre, à un certain moment donné dans la série, Lugano, ils a quand même fait douter. Et puis ça, Genève va devoir construire là-dessus pour venir à bout de Zug, car Zug va être un adversaire beaucoup plus coriace. Peut-être un avertissement sans frais pour Genève. Exactement. Comme Zurich l'année passée contre Bienne, souvenez-vous, Zurich avait eu de la peine à passer Bienne, il était dans les câbles. Finalement, c'était pas joué à grand-chose. Ça s'est pas joué à grand-chose. Et avant d'évoquer la deuxième demi-finale, on va revenir bien sûr sur les quarts de finale, et notamment le quart de finale de Bienne face à Berne, parce que là aussi, ça a été un quart de finale passionnant, Stéphane. Oui, c'était passionnant. Souvenez-vous, il y a eu 2 victoires de suite. Ensuite, Berne est revenu. On pensait que Bienne était dans l'eau chaude, mais non, ils sont venus très fort. Ils ont gagné les 2 derniers matchs. Et encore une fois, dominer n'est pas gagné. Regardez, à 5 contre 5, le Corsifort, avantage à Berne, qui a tiré plus souvent, 55% versus 45%. Par contre, Bienne, encore et toujours très efficace, fidèle à eux-mêmes. 12% devant la cage, c'est énorme, comme ils l'ont fait en saison régulière d'ailleurs. Berne n'a pas été si mauvais que ça à 7,5. C'est en dessous de la moyenne, mais c'est pas catastrophique. C'est pas le powerplay qui a fait gagner Bienne, clairement. 3 petits buts en 19 occasions. Du côté de Berne, c'est du 25%, 4 en 16. Tony Rayala a été la bougie d'allumage à l'attaque. Une des bougies d'allumage à l'attaque, 4 buts, 2 assists. Il en a marqué dans une cage vide d'ailleurs. Avec un +3. Dominic Cowan, c'est pas un buteur, c'est un passeur, mais il a quand même marqué 4 buts et 2 assists durant cette série. Un différentiel négatif de -2. 4-2 dans la série, mais Dany, on a quand même le sentiment, pour avoir bien suivi les matchs en détail, etc., que ça a été plus serré que ça, entre ces deux équipes. Ah oui, non, c'était difficile. Par contre, il y a eu un fait important dans la série, c'est le fait que Saint-Héry à 2-0, à 2 victoires à 0. Sur le 3e match, n'a pas été dans la cage parce qu'il était papa. Et du coup, ça a donné une opportunité, une porte ouverte à Berne de revenir dans la série, qui ont bien utilisé l'opportunité pour se relancer dans la série puis revenir à 2-2 dans la série. Ça, c'est un peu un fait de jeu qui a mis un peu sous pression Bienne. Mais de l'autre côté, la série est très compliquée. Lorsque vous regardez le dernier match, comment ça se passe, comment ça se joue, à quelque part, ça se joue à pas grand-chose. Par contre, la série s'est jouée nettement. Wüthrich, c'est un très, très bon gardien de but d'avenir. C'est un très bon jeu. Il est jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais le différentiel entre les deux gardiens de but dans la cage était tellement énorme pour lui. C'était flagrant les 2 premiers matchs. C'était très dur pour lui de jouer, contre la rondelle. Puis tout le monde sait que le gardien, quand il est dans la cage, puis il sait qui est en face. Si tu as Saint-Héry, si tu as Giannoni d'aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, avec un 95-96%, tu dois l'avoir pour gagner le match. Un 92-93, tu ne gagnes pas le match. C'est beaucoup de pression pour un jeune gardien. Et je pense que le différentiel était trop important. Et juste une parenthèse sur Wüthrich, jusqu'à quel âge il sera jeune? Parce qu'il arrive bientôt à 25 ans. J'ai toujours l'impression d'en discuter avec Serge. Je trouve c'est un éternel gardien d'avenir. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il amène son jeu. Bien là, il est rendu. Pour moi, il est rendu. L'année prochaine, il doit être rendu. Donc, pour toi, la formation, elle est finie. Là. Ben là, à un moment donné, il faut que ça Je suis d'accord, c'est ce que je dis. C'est que moi, Wüthrich, je trouve qu'on a parlé avec Serge, il a un peu comme... Je suis d'accord avec toi, mais le gardien. Je trouve que quand on lance des gardiens trop jeunes, trop vite, comme on l'a fait avec lui, ça les retarde. Je trouve que ça les retarde. C'est tout. C'est trop de pression. Il faut leur laisser le temps. Un gardien de but, c'est quand même assez très important. C'est pas facile non plus. Oui, il n'arrive pas forcément dans les meilleures années du CP Berne non plus, à sa décharge. Et puis tu pars après Giannoni, qui a porté le titre. C'est quand même compliqué comme début. Mais revenons un petit peu aussi sur le scénario de cette série, Serge, parce que rappelle-toi, le premier match, c'était une démonstration de Bienne. Franchement, une masterclass de hockey sur la première rencontre. Tout arrivait, c'était parfait, c'était incroyable. Berne privé de rondelles, etc. Le deuxième match avec les tripes, Bienne s'en sort aussi. On va parler du cas d'Idominico d'ici quelques instants. Et puis, oui, alors il y avait plus Saint-Héry dans la cage, mais on a eu le sentiment, peut-être, que Bienne se voyait déjà un petit peu trop beau, non? Après ce 2-0 dans la série. Oui, moi, je croyais personnellement que ça allait en 7 matchs, parce que j'ai bien vu revenir Berne dans cette série. Comme on a expliqué auparavant, Lugano a réussi à faire douter un instant Genève, mais je crois qu'aussi Berne a réussi à faire douter Bienne dans cette série. Et c'est un peu désolant pour Berne, parce que je prends par exemple le dernier but lors de l'élimination.
On vient de le voir, oui. C'est un but qui est évitable. C'est un but qui est évitable carrément. Puis t'as pas des manches à balai sur la glace, là. T'as Hunter Sanders, Sevier, et j'oublie le troisième. Tevez sur la glace, ça fait quand même 3 jours d'expérience. Et Sevier aussi. Sevier, donc là, c'est pas des petits jeunes... Mais moi, à mon avis, ils ont regardé l'horloge là en haut là. Ils ont vu 20 secondes, puis après ils se sont dit c'est fini les gars. Ouais. Et puis voilà, il y avait 3 secondes, il y avait 2 secondes de trou. À quelque part, vous n'avez pas le vent dans le dos. C'est vous qui avez pris le 2-2 il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est pas vous qui avez le vent dans le dos. Vous savez, on sait que le banc est déstabilisé. On met des gars d'expérience sur la glace. On amène la rondelle le plus loin possible de ton but. On n'essaye pas de jouer au plus fin, à garder la rondelle, je te la donne, tu me la redonnes, on se la redonne. On la sort, et puis on n'a pas le vent dans le dos. Alors du coup, tu joues pas avec confiance. Alors en jouant pas avec confiance, tu n'essayes pas de faire le beau. Il y a eu une ribambelle d'erreurs de toute façon de la part du CP Berne, je crois, sur ce match-là, honnêtement. Je pense qu'ils étaient... Non mais Steph, ils étaient un cron au-dessus sur cette rencontre. C'est clair, il y avait une ribambelle d'erreurs, mais écoutez... quand tu regardes ça, ce qu'on vient d'expliquer, il y a une raison pourquoi Lugano contre Genève. Le résultat de la série, quand tu as vu Lugano, ça s'explique pourquoi ils ont terminé là. Puis Berne contre Bienne, les petites erreurs qu'ils ont fait, les petites lacunes en défense, les petites erreurs, le gardien qui est so-so, c'est pour ça que Berne était en pré-playoff et pas en playoff. Comme on dit, c'est un jeu d'erreur. Oui, c'est celui qui a fait le on aurait pu assister à une autre série encore, hein, si Chris Di Domenico ne s'était pas forcément calmé, parce qu'on ne sait pas où ça aurait pu terminer cette histoire. Rappelez-vous ce tir de Di Domenico directement sur l'œuvre, et ensuite la réaction, les joueurs qui ont fini au vestiaire, le combat contre Tanner, il a cherché les joueurs biennois, au-delà des limites très largement d'Annie sur ces actes-là, et après il a dû avoir une grande discussion avec la direction bernoise, parce qu'on a vu un autre Di Domenico. Moi, ce qui est de trop, c'est le geste qu'on vient de voir à la télé, et ensuite ce qui se passe avec des dirigeants, je ne sais pas si c'est des dirigeants ou des spectateurs, j'en ai aucune idée, mais ils parlent avec quelqu'un. Ça, pour moi, c'est de trop. Le reste, sur la glace, l'agitateur, parce qu'on appelle ça un agitateur sur la glace, à Berne, il en fallait un. À un moment donné, Berne, ça dormait, il fallait réveiller le banc. OK, d'accord, il n'y a pas de problème, on y va. Tant que ça reste sur la glace, on en a parlé tout à l'heure avec Tanner Richards, tant que ça reste sur la glace et que le joueur sait dans quel cadre il est, il sait qu'il ne peut pas aller plus loin parce qu'il sait qu'il va sortir de son cadre et puis il va perdre la tête. Là, ça, c'est de trop. Mais quand tu le fais sur la glace, et puis qu'à un moment donné, parce qu'on l'a vu, à un moment donné, tout le monde pense qu'il s'est calmé, mais il était toujours là. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur leur dernier match, il était toujours dans la figure des autres joueurs, il était toujours présent, Tant que ça reste là, il n'y a aucun problème. Quand ça commence à sortir de là, ça commence à être un problème. Mais franchement, Serge, est-ce que Berne pouvait passer avec un joueur dans cet état-là, dans ce moment-là, quasi ingérable, le coach qui voulait le sortir, il n'aurait pu le sortir, enfin voilà, tu te retrouves dans une situation, franchement, tu te retrouves avec désolé d'utiliser ce mot-là, c'est un très bon joueur, mais tu es avec un poison dans distraction. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Di Domenico, à Berne, était dans un contexte particulier. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait une frasque, t'as un peu tous ses coéquipiers qui le prenaient un peu en grippe. Et puis ça, bien entendu, ça a vraiment contaminé le quart de finale, comme ça a contaminé plusieurs matchs en saison régulière. Je pense que le verre était dans la pomme. Oui, en effet. Et puis, ça c'est ridicule. Je m'ai surpris un peu là. Et on espère, messieurs, que le verre ne va pas changer de pomme si on doit continuer ça, puisqu'on sait que ça sera du côté de Fribourg la saison prochaine. On va parler de ce qui a vraiment bien fonctionné du côté de Bienne, encore une fois. C'est bien sûr Harri Setteri. Regardez ces chiffres, Harri Setteri. C'est pas les chiffres les plus impressionnants de la série, mais il y a eu quand même un match de plus. Enfin, non, il y a eu 5 matchs aussi pour lui. C'est 94,16 d'arrêt, 1,8 seulement de goals encaissés. C'est surtout le roi des blanchissages, on s'en rappelle cette saison, Dany. Puis moi j'ai envie de dire, est-ce que finalement Bienne n'a pas un gardien pour gagner un titre avec Oui, ça c'est clair, ça c'est évident, c'est un gardien qui peut les amener loin. Et il va en avoir de besoin. Ça, c'est évident que c'est des statistiques qu'il va devoir garder jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup d'occasions. Bienne donne beaucoup d'occasions. C'est une équipe qui a un système de jeu. Tout à l'heure, on a parlé qu'ils se sont mis en danger et c'était pas toujours simple pour eux. Mais la seule et unique raison, c'est qu'à un moment donné, quand ça fonctionne pas un peu dans leur système à eux, ils ont pas forcément un plan B pour aller au-delà de ça. Et ça, c'est le danger des équipes qui jouent dans un système et puis que finalement, ils savent pas jouer sur un autre système. Et si, à un moment donné, la série se durcit ou elle est plutôt fermée, ça va devenir sérieux pour eux. Alors, du coup, c'est important pour eux d'avoir un gardien qui va être capable de faire les arrêts clés au bon moment.
Ça donne confiance. Quand tu es un jeune défenseur, si on prend le jeune de Lémont en défense, quand tu as Seteri derrière, tu peux te permettre, tu peux essayer de faire quelque chose d'autre que de dire oh non, je peux pas, il faut que je fasse attention, il faut que je balance le puck. C'est bien pour gagner, doit avoir le puck. Ah, ben c'est gros. sûr que c'est la meilleure défensive, c'est l'attaque. Quand tu as le puck sur ta canne, en général, tu as moins de chances de te faire marquer. Mais bien, c'est une équipe qui est freestyle un petit peu, qui est imaginative. On dit que Tormanen laisse beaucoup de liberté à ses joueurs en attaque, qui sont créatifs. C'est vrai que c'est agréable à voir certains soirs, sauf que défensivement, comme disait Danny, système unique, etc. Là, ils ont en face Zurich, c'est du solide, et je pense que la défensive de Bienne pourrait être mise à mal. Comme on dit, il y a moins de place à la créativité en défense. Ouais. Bien dit. C'est bien dit. Mais ce qui est drôle quand même, c'est que Tormanen s'était fait licencier de Berne parce que le jeu n'était pas plaisant. Trop défensif. Hein? Ouais. Vous vous en souvenez? Ouais, je on pense arrivera aussi. On voulait avoir du spectacle. Je pense qu'il a dû le rappeler à l'issue du dernier match, à 2 secondes de la fin. Je pense qu'il a dû y penser. Mais si on va parler de Zurich, puisque Stéphane en parlait, la série de Zurich, qui est la seule série à s'être terminée en 5 matchs, Stéphane. Ouais, ça a été, comme il a dit Yann Alston, belle résistance de la part de Davos, mais trop tard. Peu de réussite, 4% devant la cage de Davos qui s'est buté un excellent gardien. Encore une fois, dominer n'est pas gagné à 5 contre 5, en faisant quelques hypothèses avec la statistique de Corsi, on peut imaginer que Davos a eu l'avantage, 54% à 46. Regardez à 5 contre 5, par contre, l'efficacité, 9 buts marqués par Zurich, seulement 3 marqués par Davos à 5 contre 5. En 5 matchs, c'est famélique. Donc, la défensive de Zurich est excellente à force égale, comme en saison régulière. 95,9% d'arrêt par Hrubec, c'est astronomique, extraordinaire. 92,1% pour Eschliman, qui a été très bon, mais 3% moins bon que son adversaire, ça fait toute la différence. Kukan nous a montré encore de ses bons côtés, 2 buts, 2 assists, un bon différentiel de plus 5. Et Dominique Egli de l'autre côté, bon en attaque, 0 but, 3 assists, mais un différentiel de moins 5, des petits soucis en défense de ce côté-là. On va parler d'ici quelques instants du portier zurichois, mais avant cela, revenons là aussi sur le fil, Serge, de cette série. Oui, Davos, c'était pas loin, mais Zurich n'a jamais semblé paniquer finalement. Zurich a marqué des buts importants aussi au bon moment, à chaque fois dans les moments forts, de casser finalement le rythme de Davos. On va voir le but notamment d'André Ghetto, là aussi, c'est un tournant, c'est le deuxième overtime. On a 4 contre 4, c'est lui qui marque sur peut-être un puck qu'aurait pu arrêter, ou en tout cas mieux se placer Schliemann sur ce coup-là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est Zurich avec la valeur finalement de son effectif, avec sa force aussi d'être sûr de pouvoir gagner, qui l'a emporté? Ouais, Zurich a beaucoup de métiers. Hein. Si on regarde l'alignement, le roster de Zurich, c'est une équipe qui a déjà gagné, qui a des joueurs qui ont gagné des titres, qui ont joué un peu partout dans le monde. Donc, c'est une équipe qui est bien rodée, comme on peut dire. Et puis, souvent, les coachs, on entend les coachs après les matchs, ils disent « Ah, ce soir, on a manqué de patience et puis on a sorti de notre plan de match. » Mais c'est pas le cas de Zurich. Zurich est une équipe qui sait, on peut jouer avec la patience, on peut être patient jusqu'à la fin du match, porter ça même en prolongation. C'est une équipe qui gère très bien les playoffs, et puis ils vont être dangereux jusqu'à la fin, malgré les sondages. Et ils ont une assurance malgré les sondages. Ils nous ont vendu le truc. Ah ouais, tu dis ça à toi. On va le voir d'ici un instant. Moi, les gars qui vendent des trucs d'avance sur le plateau, j'aime pas. Mais surtout, ils ont une assurance tout risque, c'est Hrubec. Hrubec dans la cage, Simone Hrubec, là aussi absolument incroyable. Danny, on a parlé de l'effet Seteri à Vienne, mais Hrubec, ça c'est les meilleurs stats, tout simplement, de notre championnat et de ses playoffs. Oui, effectivement, mais c'est très important pour Zurich, parce que tu as beau avoir une équipe avec beaucoup d'expérience à tous les niveaux, Zurich, on dit souvent Zurich fait du Zurich. Comment ça? Pourquoi? Ben, tout simplement que parfois on a l'impression que ça flotte. Ils dominent le match, ils vont, à un moment donné, ça baisse d'intensité, ils veulent contrôler le jeu, ils veulent contrôler le match, puis des fois ils se prennent un coup de vent et ben, l'adversaire prend la glace, prend la rondelle et se fait surprendre. Et ça, c'est le danger de Zurich. Quand Zurich est concentré sur son sujet et maîtrise son sujet, qui va chercher la rondelle plus haut, qui met toujours sous pression l'adversaire au lieu de vouloir jouer un peu avec lui, il est dangereux. Mais avec Hrubec dans les buts, avec 96%, ça vous donne une assurance et ça met, je reviens toujours sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ça met de la pression sur le gardien adverse parce que vous devez être 97 pour gagner le match. Ça commence à être compliqué, là. Et puis Serge, l'avantage pour Zurich, c'est que s'il rencontre Zug en finale, il n'aura pas le gardien, son frère, juste en face de lui avec l'affaire des covards. Rappelez-vous quand même. Oui, exactement, la saison dernière, c'était assez particulier. Hein. Mais c'est dire quand même la qualité de ce gardien, parce que tu es d'accord, Serge, tu débarques dans ce club, tu arrives, tu prends tes marques, tu mets tout le monde d'accord finalement.
finalement quand tu as des telles stats. Oui, il est excellent. Il est excellent tout au long de la saison. Dans le quart de finale, il est excellent aussi. Par contre, il ne faut pas qu'il se blesse parce que derrière, on a un problème parce qu'on a Ludovic Weber qui est blessé, je crois, à long terme, peut-être même voire saison terminée. Donc, on n'a plus que le jeu de Maillère, quelque chose près. Je croise les doigts pour que le gardien reste en santé du côté de Zurich. Mais je crois que la prochaine série, ça va être un sacré duel de gardiens entre Satteri d'un côté et Hudec de l'autre. Messieurs, il est temps de passer au sondage Instagram justement sur la future demi-finale. Qui voyez-vous gagner entre Bienne et Zurich? Alors, ce sont les chiffres de Serge Pelletier. 57% pour Bienne, 43% pour Zurich. Dany. Wow, ça me surprend ça par contre. Moi aussi. Moi je suis assez surpris. J'aurais vu ça plus serré, qu'on mette que Bienne soit devant avec la saison qu'ils ont fait, qu'ils ont assuré, je veux bien. Mais il ne faut pas oublier que Zurich a fini un peu comme Zouk, c'est-à-dire en mode play-off. Ça n'a pas été facile les débuts de Crawford à la Bonde. Hein, les 5-6 premiers matchs, c'était assez compliqué, la mise en place, et puis de remettre un peu tout le monde dans le droit chemin mentalement et aussi tactiquement dans le jeu. Ça a pris du temps. Et puis là, tranquillement, on est en train de voir que Zurich a trouvé ses marques juste avant la fin du championnat. Et là, on voit qu'un Zurich est pas forcément le Zurich qu'on a vu en milieu de championnat. Alors du coup, je trouve que le décalage, le ratio est très large par rapport à ce qu'on peut voir. Moi, je mettrais... j'avais mis Zurich, moi aussi. Zurich en 6. Moi, Serge, je te pose une question. Et on l'a évoqué la dernière fois. La dernière confrontation en play-off entre ces deux équipes, c'est vraiment joué à peu de choses. Bienne, honnêtement, avait trouvé la solution pour poser énormément de problèmes à cette équipe zurichoise. Il faut se rappeler, ça se joue à un but de Lundstein dans les dernières minutes. Ils sont tout près, ils perdent un match en prolongation aussi, alors qu'ils peuvent vraiment le gagner. Est-ce que tu penses qu'on peut construire du côté de Bienne juste sur cette expérience de série? Moi, je pense que c'est une expérience qui est très importante parce qu'on a vu que ça prenait plus justement pour passer dans les playoffs. Et puis un adversaire comme Zurich, je suis convaincu qu'à Bienne, on va prendre ça très, très sérieusement. Parce que déjà là, on n'est pas passé la saison passée. Deuxièmement, Bienne a une super saison régulière. Et puis, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis d'accord avec le sondage. Cette année, on va avoir une finale romande. Bienne va aller rejoindre Genève en finale. Bienne va aller rejoindre Genève en finale. Notez ça. Serge Pelletier, 20h07 et 55 secondes. Il nous a dit que... Genève-Bienne pour la finale. Très optimiste. Très optimiste. Je te trouve pas un optimiste. Moi, je ne vois pas comment Bienne peut battre ce Zurich-là. Ce Zurich-là, pour moi... Je comprends. Moi, j'aimerais bien que... Ce serait sympa d'avoir deux équipes romandes. J'aimerais bien que Bienne passe parce qu'ils le méritent sûrement que la saison qu'ils ont fait, mais ça ne va pas toujours au mérite. Dixit, le chef qui est là, ici, au bout de la table. Mais... mais je trouve que Zurich est tellement bon en défense. Des Weber, Lettonen, les Koukan, des Troutman qui est quand même solide physiquement. Je pense que Bienne va se casser les dents. Non seulement sur le gardien, mais en plus sur la défensive. Et Arton Ice, là, les gris-gris, l'imagination de Bienne, ils auront de la peine à le mettre en... Quand les Weber, là, ils peuvent... Peut-être qu'ils vont me surprendre encore. Peut-être qu'ils vont me surprendre, en mais... 6, en 7? Moi, je pense Zurich en 5, 6 maximum. Mais mais j'espère pas, parce que pour nous, ce serait sympa d'avoir des romans. Mais voilà, c'est un Zurich Bienne. Indépendamment du résultat, je vais quand même faire un tour sur le bord du lac de Bienne cet été, quand même. Non, Bienne-Genève, je prends volontiers un Bienne-Genève, ça va nous changer, parce que Zurich, ils sont toujours là. Non, mais ce serait beau. Mais cette équipe-là, à moins que Grubetsch tombe malade ou que sa femme tombe enceinte... Prématurément. Elle ne va pas accoucher 7 fois de suite. C'est pas aussi court que ça. Mais voilà, ce Zurich-là, je les trouve tellement bons. Je suis désolé que moi, je pense qu'ils vont être champions. Une finale 100% romande pour Serge Pelletier. Oui, on a compris entre Genève, Servette et Bienne. On verra si c'est le cas. Par contre, il y aura un barrage 100% roman, cette fois-ci, entre Ajoie et Chaux-de-Fonds. On va en parler, messieurs, puisque, en effet, Ajoie a perdu cette finale de play-out face à Langnau. La logique du classement de la saison régulière a été respectée, mais là aussi, dans un scénario quand même un peu particulier, Dany. Parce que Langnau gagne les deux premiers. Le premier match, très clairement, très facile, il n'y avait pas photo directement. On a l'impression qu'Ajoie n'était pas dans le rythme. Et puis à 2-0, Ajoie revient.
Grosse performance des gardiens, tu me diras. Et ensuite, ça repart dans l'autre sens avec des scores très serrés. Ça repart pas tout à fait dans l'autre sens parce que Ajoie avait quand même vraiment son destin entre les mains. Ils font tout ce qu'il faut pour revenir avec le cœur, le courage. Ils ont tout mis sur la glace pour revenir à 2-2. 5 minutes avant la fin du match 5, si je ne me trompe pas, ils mènent toujours 2-0. Je dis pas que c'est facile, mais ils mènent quand même 2-0. Ça revient, ils perdent le match. Le match numéro 6, c'est pareil, on mène 4-2 début de la troisième période. Encore là, il n'y a rien qui est facile. L'Agneau met la pression, met beaucoup de pression, à la possession de la rondelle, à la possession, on a défendu. C'est ça. Mais à un moment donné, à force de défendre, c'est dangereux. Tu prends des pénalités, tu donnes la rondelle, tu donnes le rythme à l'adversaire, puis à un moment donné, tu te fais percer. Et ça, c'est dangereux. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que est-ce que Ajoie a été mis KO ou Ajoie est juste assommé? Et ça, c'est très important de le savoir, parce que s'ils sont KO, le premier match contre la Chaux-de-Fonds va être très important. Et s'ils sont juste assommés, bien, ils vont prendre les jours qui sont là pour se remettre dans le droit chemin, puis attaquer, plier au plancher la première période contre la Chaux-de-Fonds, ou sinon, la messe va être dite. Bah tiens, moi je vous propose d'écouter, avant de continuer de parler évidemment de ce barrage, de la réaction de Guillaume Asselin. On va l'écouter. Guillaume Asselin, c'est juste après le match et donc la déception pour cette défaite en play-out, synonyme de barrage. On va écouter tout de suite Guillaume Asselin. Il faut digérer ça et préparer le barrage contre Chaux-de-Fonds des jeudis. Ouais, exactement. Mais je pense qu'on prend 1 ou 2 journées là, avant d'avaler la pilule un peu, parce que ça fait vraiment mal. C'est pas, je te cacherai pas là. Surtout quand, comme je dis, tu mènes par 2 buts les 2 derniers matchs, donc ça fait mal, quoi. Merci Guillaume. Merci. Oui, difficile de se projeter finalement sur ce barrage, Serge, juste après ce match et puis après cette défaite. Comment tu fais, toi? T'imagines, là, t'es le coach, t'es dans une situation comme ça. Comment tu fais pour récupérer ton groupe? On disait dans un premier temps, il faut oublier la défaite le plus rapidement possible. Je pense que les gars, il faut le moment présent. Se focaliser dans le moment présent, exactement. Revoir également les qualités qui ont apporté à Ajoie aussi à avoir un certain succès cette année dans les matchs qu'ils ont gagnés, et puis utiliser ces forces-là justement au détriment des éventuelles faiblesses de Chaux-de-Fonds, parce que là, il va falloir, en parlant du moment présent, focaliser nos forces justement vers cette série sans lendemain. Et puis ça, je veux dire, là, il va y avoir un gros travail du coaching staff à faire, parce que oui, dans les playoffs, il y a de la pression, etc. et tout, mais dans une série de relégations, la pression est presque aussi grande qu'une série de playoffs. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une équipe qui va jouer pour gagner, puis une équipe qui va jouer pour ne pas perdre. C'est ça le danger d'un tour. C'est pas du tout la même façon. C'est pas la même mentalité, la même attitude, et la pression n'est pas la même. Tu l'as bien dit, Serge, il y a une pression énorme qui n'est pas la même, et vraiment de se focaliser sur soi au lieu de se focaliser sur l'autre, pour Ajoie, ça va être la clé. Mais c'est ça, parce que finalement, Ajoie se retrouve pour la première fois, désolé de le dire, mais dans la peau du favori par rapport à cette série. Parce que Langnau avait terminé un cran au-dessus, a terminé avec plus de points sur le line-up, etc. On disait avantage, notamment aux étrangers de Langnau, on l'a vu, c'est eux qui ont fait la différence. Mais là, tu te retrouves dans une situation, finalement, messieurs, où vous êtes le favori. C'est vous qui devez assumer. Vous avez l'avantage de la glace, en plus. La pression est énorme. Puis en plus, vous jouez contre votre voisin. Donc, le fait de jouer contre Chaux-de-Fonds, c'est pire. Pour la réaction autour de l'équipe, les joueurs, c'est majoritaire francophone, ils vivent dans la même communauté, etc. Perdre contre Chaux-de-Fonds, ce serait presque une honte, parce que c'est le voisin d'à côté, c'est comme un derby, c'est pire émotionnellement que de perdre contre quoi, ou Arosa, ou je sais pas qui. Oui. Et puis je pense que c'est un mauvais tirage pour Ajoie que ce soit Chaux-de-Fonds qui soit là en plus. Puis Chaux-de-Fonds, la patinoire soit pleine, l'engouement est là. Tous les joueurs d'Ajoie, ils le savent, ce que Chaux-de-Fonds est en train de vivre. Puis eux, ils se disent waouh, ils ont le momentum, tout est favorable, ils sont dans la donne positive. Même s'ils perdent, c'est pas grave, parce que personne ne les attendait là, même si on y croit un peu, on s'est créé des attentes. Et je pense que l'emballage, c'est pas pour Ajoie, c'est une configuration hyper difficile. Le fait de jouer contre Chaux-de-Fonds, c'est le plus mauvais tirage qu'il peut pas avoir. Ça aurait été moins pire contre le Je suis d'accord avec toi, mais dans la configuration où ils savaient que c'était la Chaux-de-Fonds, tout le monde savait que c'était la Chaux-de-Fonds. OK.
à un moment donné, pour la Chaux-de-Fonds, c'est mieux d'avoir Ajoie. Oui, pour Chaux-de-Fonds, c'est ça que je dis. Donc, c'est pour Ajoie, c'est lose-lose, là. Chaux-de-Fonds joue contre Langnau, il y a 3 joueurs qui ne jouent pas. Ça, c'est sûr qu'il passe pas. Alors, ça change un alignement, c'est 3 joueurs suisses qui ne jouent pas. Alors, ça change ton alignement. Ça change tout. OK? Tu as d'autres joueurs suisses, mais pas de ce niveau-là. Ça change ton alignement totalement. Alors, pour la Chaux-de-Fonds, le tirage est parfait, mais pour Ajoie, le tirage n'est pas bon. Catastrophique. Mais moi, Serge, vas-y, puis après, Puis d'un côté, là, on a Chaux-de-Fonds qui arrive avec toute l'euphorie, la saison régulière, des playoffs, que toutes les étoiles sont alignées pour eux. Exact. De l'autre côté, tu as Ajoie qui arrive là. Devos n'est pas à 100%. Le Duc n'est pas à 100%. Gauthier est blessé. Continue. Et puis, là, tu as Ajoie qui arrive là avec la déception. Par contre, tu m'as posé la question, Alex, avant, qu'est-ce qu'Ajoie doit faire? Je pense aussi que là, il faut aussi dédramatiser la situation, parce que c'est peut-être pas nécessairement une surprise qu'Ajoie joue cette série. On est tous d'accord. Donc, à quelque part, il faut dédramiser un peu l'histoire. Et puis, l'autre côté aussi, moi, je suis curieux de voir, parce que au niveau un peu plus technique, tactique, tout au long de la saison, Ajoie a basé son jeu à se défendre. Maintenant, on va demander à Ajoie, là maintenant, vous jouez contre une équipe qui arrive de la Swiss League, ça va être à vous à faire le jeu. Là, on va voir comment Ajoie peut être créatif, comment, etc. Ça va être très, très, très intéressant. Ça va être intéressant aussi de voir comment les équipes vont se stabiliser, parce qu'on va descendre à 4 étrangers. OK? Alors, Ajoie va partir de 6 à 4. Va monter. Et Chaux-de-Fonds de 2 à 4. Alors, comment l'alignement va se réajuster? C'est pas facile pour Chaux-de-Fonds de réajuster l'alignement dans lequel il faut t'en sortir 2. C'est 2 mécontents. C'est évident, d'une équipe qui a gagné. Et puis de l'autre côté, il faut que tu en sortes 2 et... On a 2 contents. Oui, mais l'avantage du club de National League, c'est que si tu en as 6 sous contrat, tu peux faire un tournus, ce que ne peut pas se permettre le club de Swiss League aussi. Messieurs, petit sondage, là aussi, on a posé la question, qui, selon vous, remportera ce fameux barrage donc entre Ajoie et Chaux-de-Fonds? Les résultats de vos votes sur Instagram, 58-42 en faveur de cette équipe d'Ajoie. Est-ce que ça reflète pas, puis ça sera un petit peu la dernière thématique parce qu'on arrive déjà au bout de cette émission, est-ce que ça reflète pas, moi j'ai envie de dire quand même la différence de niveau qu'il y a entre les deux ligues, messieurs? Parce qu'on le sait, le gap est de plus en plus important. Ça fait quand même quelques années qu'on n'a plus de barrage. La Ligue a été fermée, rappelez-vous, l'histoire du Covid, etc. Donc on n'a plus de points de comparaison quand même depuis 2-3 ans maintenant, quand même le dire. Dans quel état? Je vais tout de suite répondre qu'il y a de grosses différences entre les deux ligues. C'est visible. Tu vas avoir un match de Swiss League et de National League, c'est 2 mondes. Et là, on parle du très bas de classement de National League, une équipe très faible qui a eu de la peine, qui a de la peine depuis 2 ans pour plein de bonnes raisons, contre une équipe qui a cartonné toute l'année, qui a perdu 2 de ses 30 dernières. Donc là, le gap n'est pas si énorme que ça. Je vais reformuler ça. Est-ce que le vainqueur de Swiss League de cette année, donc la Chaux-de-Fonds, messieurs, véritablement, indépendamment du côté émotionnel, indépendamment du fait que ça soit comme un derby face à Ajoie, même si Ajoie connaît une saison blablabla, tout ce que vous voulez, etc. Moi, je vous dis, est-ce que la valeur de cette équipe de Chaux-de-Fonds est capable de battre n'importe quel, même le dernier, de National League? Le dernier, pas n'importe quel, mais le dernier, parce que là, c'est le dernier. Ouais. Écoute, moi, je vais rester sur ce que j'avais dit en début de saison pour pas changer ce que j'avais dit. Moi, j'ai dit que c'était très difficile pour un club de Swiss League de monter en National League, quel que soit l'adversaire. Aujourd'hui, il faut quand même dire une chose. Si Ajoie rentre sur la glace déterminé et les gars jouent à leur niveau, c'est-à-dire un Guillaume Asselin à son meilleur niveau. Bon, Devos est blessé, mais Devos, tu sais qu'il peut faire mal. Eisen, c'est un des gars qui a fini le plus fort. Ils ont des étrangers qui sont capables de faire la différence. Ou le gros hic, c'est où les joueurs suisses du HCA vont monter leur niveau. Ça, c'est primordial. Si tout le monde s'assit sur Devos, Eisen, Asselin, et puis probablement Brennan en défense, puis on dit, on est tranquille avec notre gardien, ça va pas suffire. Il faut que les joueurs suisses élèvent leur niveau. Parce que les joueurs suisses de la Chaux-de-Fonds sont de très bonne qualité. Et s'ils pensent être capables de maîtriser le premier trio de la Chaux-de-Fonds en patinant sur un patin, ils se trompent. Oui, parce qu'ils ont cartonné le premier Ackerman, Andersons et Schwery, là. Messieurs, on va faire un tour de table. Le dernier, pronostic. Donc, on l'a bien compris, Stéphane, toi, tu mettrais une pièce 7 sur Chaux-de-Fonds. Écoute, je suis malheureux parce que j'ai encore du temps pour y penser. Non, moi, je pense que Chaux-de-Fonds va l'emporter en 7. En 7. Messieurs, Serge.
Bon, moi, je vois une équipe suisse romande le remporter. Merci Serge. Du nord de la Suisse, près de la France. Ensuite, honnêtement, sur cette série-là, c'est vraiment... Moi, je suis curieux de voir les 2 premiers matchs, voir quelle tendance. Si Chaux-de-Fonds est capable de tenir le rythme de Ajoie, parce qu'Ajoie va partir avec un rythme supérieur. Est-ce que l'euphorie de Chaux-de-Fonds va être suffisante à combler le rythme de Ajoie? C'est une grande question. Et donc, tu n'as toujours pas répondu. Non, il a répondu. Danny va dire, on va venir à ça après. Il a dit on ne peut pas faire de peine à personne, mais on doit trancher. Je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour Louis, parce que Louis Matt, pour moi, c'est quelqu'un de très solide, et je pense que le duel au niveau du coaching, Louis va le gagner. Je pense qu'Ajoie va passer et doit passer en 7. On sait aussi. Elle doit, oui, parce que la Chaux-de-Fonds, ça va pas être, c'est vraiment pas une série qui va être facile. Non. Et Serge, voilà. Tu t'es décidé là, dans les 30 secondes que... Il va y aller à jouer en 7, quoi. Bon, vous l'avez compris, une longue série en tout cas. C'est certain. Et ça va être passionnant. Honnêtement, au niveau du niveau de jeu, on s'entend que ça ne sera pas du tout les playoffs de National League, mais au niveau de l'engagement et de la passion qu'il va y avoir autour de cette série, un duel roman contre la pointe. Non, sérieusement, ça va être fabuleux à suivre. Et ça sera à suivre, bien sûr, sur MySports. Vous l'avez compris, rendez-vous à partir de jeudi. Rendez-vous également jeudi soir pour le premier acte des demi-finales entre Bienne et Zurich. Studio sur les Monts Bleus dès 19h45. Et puis vendredi, studio dès 19h30 sur MySports 1 pour la série entre Genève Servette et Zoug. On va remercier nos invités. Merci Danny Gélina. Merci Serge Pelletier. Plaisir. Stéphane. Oui. Porte-toi bien. Oui. Tu seras au co-commentaire jeudi. Bien. Ben oui. Voilà. Une petite camomille au lit, exactement. pour changer les batteries. Ma voix. Pas comme Céline Dion, je parle pas pendant 2 jours pour être sûr d'avoir de la voix jeudi. Ça va être dur. C'est un super exemple. Hein. Tu sais qu'elle a des gros problèmes et qu'elle chante plus. Hein. Non, je sais, mais à l'époque, voilà, c'est pas. Ouais, tu devrais rester avec elle, attends. Tu devrais rester avec Linda Lemay, ça te va beaucoup. Allez, on va remercier toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. On vous remercie, prenez soin de vous, bonne soirée, ciao ciao. Ciao.